Alors ça, je précise, c'est absolument interdit. D'accord ? On ne modifie jamais le ratio d'une image. C'est dégueulasse. Une image doit garder son ratio. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est une règle absolue et universelle. Salut les amis, salut à tous, bienvenue dans ce 4e épisode consacré au HTML5 et plus généralement à la création de sites internet. Aujourd'hui dans cet épisode, on va parler des images. Alors avant de rentrer dans le code HTML et de regarder comment on insère une image dans une page HTML, on va d'abord se poser la question des différents formats d'images qui vont pouvoir être utilisés dans une page HTML. Donc on va passer en revue les différents formats d'images. Le premier, c'est le JPEG. Je vais par exemple aller sur ce site qui s'appelle Lorem Pixum, qui est un site qui permet de générer des images aléatoires. C'est assez pratique. Si par exemple vous devez créer un site avec plein de faux contenus, là l'idée c'est qu'il vous suffit de copier une URL, il vous suffit de préciser quelle est la largeur de l'image et ensuite quelle est sa hauteur directement dans l'URL, vous faites entrer, ça vous génère une image et à chaque fois que vous allez refaire une demande d'image, même au même format ou un autre format, ça va vous afficher une image différente. Donc par exemple si je veux un format très spécifique, je sais pas moi, 900 par 200, hop, voilà, ça me génère une image dans ce format-là. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir manipuler des fausses images pour avancer dans le design de son site sans avoir des choses totalement moches. Voilà, donc sachant que c'est des images un petit peu... Enfin, vous n'allez jamais avoir quelque chose d'horrible, voilà, qui va apparaître dedans. Donc là, je vais générer une image de 800 par 600, par exemple. Voilà, donc là, j'ai une vue sur New York. Donc je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Je vais aller sur le bureau. Je vais créer un dossier que je vais appeler site pour ranger le site que je vais réaliser maintenant. À l'intérieur, je vais créer un dossier IMG et là, je vais ranger ma première image que je vais appeler image, donc .jpeg. Alors sachez que pour les extensions, en fait, .jpg ou .jpeg, ça marche aussi. Voilà. Ici, l'image fait 80 kg, ce qui est vraiment très faible. Alors, on peut la compresser encore plus. En fait, plus vous allez compresser l'image, plus vous allez la détériorer. On va pas rentrer trop dans les détails de comment compresser une image, etc. C'est pas le but de cet épisode. Là, le but, ça va être de manipuler les différents formats d'images et de comment les insérer dans une page HTML. Donc ça, c'est le format JPEG. Le format PNG, par exemple, donc je vais sur un site qui s'appelle Flaticon qui propose plein d'icônes gratuites et d'autres payantes. Par exemple, allez, je vais aller ici. Je vais prendre, je sais pas moi, la petite guitare. Donc là, il me propose de la télécharger en PNG. En plus, ce qui est assez bien sur ce site, c'est qu'on peut choisir la taille. Donc là, je fais télécharger en PNG, free download. Et donc, voilà, je vais appeler ça guitare.png, d'accord ? Je l'enregistre dans mon dossier image aussi. Alors, l'avantage du PNG, donc là je vais l'ouvrir, c'est que le PNG, il peut embarquer une couche alpha, c'est-à-dire une couche de transparence. C'est-à-dire que là, par exemple, ma petite guitare, alors là on s'en rend pas bien compte, mais en fait, le blanc qu'il y a autour est en fait transparent. C'est-à-dire que si dans mon site je mets un fond de couleur et que je mets cette image par-dessus, autour de la guitare ça ne sera pas blanc, mais on aura le fond de couleur. Okay ? La compression est un petit peu plus difficile à manipuler avec un PNG. En général, la compression est un peu moins bonne. Quand vous devez avoir une image de bonne qualité, c'est-à-dire une photo, bon là en l'occurrence c'est un dessin, mais si jamais c'est une photo, et que sur cette photo vous avez aussi une couche alpha, c'est-à-dire une transparence, vous n'aurez pas le choix, vous êtes obligé d'utiliser le PNG. Un autre format d'image, c'est le format GIF, que vous connaissez certainement, qui est redevenu populaire récemment, alors que c'est un vieux format. Donc par exemple, si je vais sur le site Giphy, le GIF, comme vous pouvez le voir, permet d'embarquer une animation à l'intérieur de l'image. Donc une animation qui doit... Il ne faut pas que cette animation soit trop lourde. En réalité, vous pouvez mettre presque une vidéo entière dans un GIF, mais après il va peser excessivement lourd, et ça va faire ramer l'ordi, enfin bon, ça va être un enfer. L'un des avantages du GIF, c'est qu'il peut embarquer une animation, par contre,
l'un de ses gros désavantages, c'est qu'il ne peut embarquer que 256 couleurs en tout. C'est pour ça qu'en général, vous voyez des espèces de trames comme ça qui sont présentes sur les GIFs. La qualité est quand même relativement faible. Après, il peut embarquer une couche de transparence. Alors c'est pas la même chose que le PNG. Le PNG peut embarquer des couches de transparence avec des niveaux différents, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par exemple une couleur rouge légèrement transparente, c'est-à-dire que quand elle va se superposer à une autre couleur, le rouge va se mélanger avec la couleur qui est en dessous. Donc en fait, vous avez cette possibilité-là dans le PNG. Dans le GIF, ça n'est pas le cas. Dans le GIF, c'est soit c'est transparent, soit c'est une couleur. Il n'y a pas cette notion de transparence à 50% par exemple. Donc c'est un format qui est populaire. On va assez peu, voire quasiment presque jamais l'utiliser sur un site internet, sauf si c'est pour embarquer une petite animation rigolote comme vous pouvez voir ici sur ce site-là. Je vais par exemple taper Star Wars au hasard et je vais récupérer le gif de Dark Vador qui danse ici. Donc on a la possibilité de le télécharger, donc la source elle est là. Hop, je vais la copier et si je fais enregistrer l'image sous, j'ai bien mon gif et je vais appeler ça Dark Vador que je vais enregistrer dans mon dossier image toujours. Donc là vous voyez si je l'ouvre, je vais avoir l'animation qui se joue. Alors à noter que, alors c'est pas le cas dans les navigateurs, hein, tous les navigateurs web lisent les gifs et l'animation du gif. Après vous avez certains logiciels, quand vous ouvrez un gif animé avec, le gif est fixe. Bon, c'est assez rare maintenant, mais voilà, vous avez encore des logiciels qui ont du mal à lire des gifs. Un autre format dont il faut parler aussi, c'est le SVG. Alors le SVG, là par exemple, vous voyez, quand j'ai eu la guitare, alors je vais prendre, allez, pour le fun, je vais prendre le Lama par exemple. Là, je peux télécharger en format SVG, donc je vais le faire. Et je vais mettre donc dans l'image donc lama.svg. Alors le format SVG, qu'est-ce que c'est ? C'est un format vectoriel. Vectoriel, ça veut dire que contrairement à une JPEG, un PNG ou un GIF, où en fait c'est un damier de points de couleur, de pixels en fait, chaque pixel étant une couleur définie au préalable, le SVG, ça n'est pas du tout ça, n'est pas un damier de pixels. Le SVG, en fait, c'est une formule mathématique, en quelque sorte. C'est un tracé, en fait. C'est-à-dire que c'est un dessin qui ne sera donc jamais pixelisé. Par exemple, là, si j'ouvre mon lama.svg, donc je l'ouvre, il s'ouvre directement dans mon navigateur, d'ailleurs, parce que dans Windows, il n'y a pas de lecteur de SVG embarqué. Si je zoome, regardez, je zoome sur mon lama, il ne sera jamais pixelisé. Puisqu'en fait, ici, ce qui est stocké dans le SVG, c'est les coordonnées des points pour effectuer le dessin. Voilà. Et les couleurs, etc. Enfin bref, ce sont des informations qui sont là pour tracer le SVG. Donc c'est ce qu'on appelle une image vectorielle. Dans le cas du JPEG, si je zoome sur ma JPEG, vous allez voir qu'au bout d'un moment, c'est de plus en plus dégueulasse, je vais commencer à voir les pixels. Alors là, pour les JPEG, il y a un algorithme qui fait qu'on voit jamais vraiment le pixel, c'est une sorte de flou en fait qui étale chaque pixel, en tout cas quand on est dans un navigateur. Le SVG, c'est vraiment fait pour les icônes, les illustrations, en fait tout ce qui va être stocké au préalable sous forme de tracé. Mais si vous avez déjà compressé votre dessin en JPEG, à ce moment-là, n'essayez pas de revenir sur un format SVG. Après, ça n'a absolument aucun sens. Ok ? Donc les logiciels, par exemple, pour faire des SVG, vous pouvez faire ça avec Illustrator. Vous pouvez faire ça d'une certaine façon avec Photoshop aussi. Bon, en général, c'est vraiment Illustrator, Adobe Illustrator, qui va être privilégié pour dessiner des SVG. Après, il y a plein de logiciels gratuits. Voilà, je ne vais pas faire de liste exhaustive ici. Alors, le format WebP, c'est un format un petit peu particulier puisqu'il est assez récent. Il a été popularisé par Google. En fait, c'est un format qui permet de compresser énormément une image. Pour l'instant, il y a peu de logiciels qui manipulent véritablement le format WebP. C'est un format qui est un petit peu boudé car poussé par Google.
L'initiative est sympathique. Après, aujourd'hui dans Photoshop, vous devez installer un plugin pour pouvoir lire le WebP. Là, pour faire une image WebP, j'ai tapé tout simplement JPEG to WebP dans Google. Donc je prends le premier site que je trouve, celui-là. Donc là, je vais générer une nouvelle image. Voilà, par exemple, je sais pas moi, 800 par 600. Voilà. Cette image, je la copie sur mon bureau. Je retourne dans mon convertisseur. Je vais chercher mon image. Je fais démarrer la conversion. Donc là, ça va me générer une image WebP. Je vais la télécharger, je vais la mettre dans mon dossier image et je vais appeler ça image WebP. Voilà, .webp puisque c'est l'extension. Voilà, donc là je vous conseille pas d'utiliser ce genre de site en plus parce que là c'est vraiment pour l'exemple que je vous montre ça, mais bon, moi les sites avec plein de pubs comme ça, de convertisseurs, on sait pas trop quelles métadonnées en plus ils ajoutent à mon image et tout. Là c'est juste pour vous montrer ce format là. Maintenant on ira un jour un peu plus loin dans les formats d'image, vous prenez pas trop la tête là-dessus, il faut juste savoir que ce format d'image existe. En tout cas c'est un format qui s'est pas mal amélioré, c'est un format qui a l'avantage de tolérer la transparence de plusieurs niveaux, comme je vous ai dit, c'est-à-dire une transparence avec une couleur, par exemple, à 50% de transparence. Elle peut embarquer aussi des animations, bref, elle peut faire beaucoup de choses. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément des logiciels qui sont aujourd'hui au point pour manipuler ce genre d'image. Je vais réouvrir Visual Studio Code, donc le logiciel qu'on utilise pour coder, que je vous avais montré au préalable. Bien entendu, si vous débarquez sur cette vidéo, allez voir les vidéos précédentes. Il y a eu 3 vidéos, une vidéo sur la création de votre première page HTML, une vidéo sur la mise en page du texte et des listes, et une vidéo sur les liens hypertextes. Je vous conseille vraiment d'aller voir ces vidéos-là. Si vous débarquez directement dans cette vidéo, vous allez vraiment rien comprendre. Donc là, je vais créer un nouveau fichier en faisant File, New File. Je vais d'abord l'enregistrer, toujours enregistrer avant de commencer de travailler, parce que si vous perdez votre travail, vous êtes marrant. Donc là, je vais dans Bureau, Site, et au même niveau que le dossier image, donc pas à l'intérieur du dossier image, hein, mais au même niveau, je vais créer mon fichier index.html. D'accord ? Bien noté .html, sinon ça va vous faire un fichier texte. Voilà, donc on rappelle vite fait le format d'une page HTML, donc le doctype HTML pour préciser que je code en HTML5, la balise HTML pour dire que c'est un document HTML, donc tout ça on l'a vu hein, déjà. Head avec les informations d'en-tête, donc les informations qui sont importantes, c'est le title, le titre, donc là je vais appeler ça ma première page avec des images, pourquoi pas. L'encodage, donc ça c'est la balise méta avec le charset UTF-8. Et ensuite, le contenu qui va être situé, comme d'habitude, dans la balise body. Alors, comment fait-on pour insérer une image dans une page HTML? Donc c'est très simple, on utilise la balise IMG. La balise IMG, donc le paramètre le plus important, c'est le paramètre SRC qui va vous permettre de définir la source de l'image. On a vu que mes images sont dans un dossier IMG, donc je vais rentrer dans le dossier IMG, donc vous voyez il m'est suggéré ici dans le logiciel, et ensuite, alors là par exemple je vais d'abord commencer par l'image JPEG, que je vais insérer ici. Si vous voulez plus d'informations sur les chemins, c'est-à-dire comment j'ai fait ici pour aller chercher mon image, donc là j'ai mis le dossier IMG / le nom de l'image, j'explique tout ça très bien dans l'épisode sur les liens hypertextes, donc l'épisode précédent, qu'est-ce qu'un chemin absolu, qu'est-ce qu'un chemin relatif, c'est absolument la même chose pour une image ici. C'est-à-dire que le chemin que j'utilise ici est un chemin relatif, c'est-à-dire que je pars de la page index qui est ici, au même niveau que le dossier image, donc je rentre dans le dossier image, et ensuite je vais chercher mon image, d'où la notion d'écrire img / image.jpg. Donc voilà, alors si je fais ça, j'enregistre, donc je double-clique sur index.html, et là vous voyez, mon image a bien été insérée dans la page, donc ça a fonctionné. Alors maintenant on va voir
un autre paramètre, c'est le paramètre alt. Alt, c'est le texte alternatif. En gros, c'est quoi l'objectif de ce texte alternatif? Alors, il y en a plusieurs. L'idée, c'est de donner un texte qui va pouvoir se substituer à l'image. Si par exemple le visiteur est une personne non-voyante, à ce moment-là, elle va pouvoir lire ce texte alternatif et comprendre le contenu de l'image. Par exemple, cette image, c'est Central Park, donc je peux écrire par exemple Central Park. Donc ça, c'est très important. En fait, ce paramètre est obligatoire. À noter aussi que si par exemple vous vous trompez dans le chemin ici de l'image, donc là par exemple je rajoute, je sais pas moi, H ici, si je rafraîchis, en fait, donc le lien est cassé, il n'arrive pas à trouver l'image, donc il n'arrive pas à l'afficher, et donc il va m'afficher mon texte alternatif. Donc l'intérêt, c'est que si jamais il y a un problème, quelconque soit-il, avec l'image, que l'image a été supprimée du serveur, ou que vous avez mal spécifié le chemin, le texte alternatif va s'afficher. Donc ça va permettre aux gens de quand même comprendre ce que vous avez essayé de faire. Donc ça c'est le texte alternatif, je précise qu'il est obligatoire. Alors si vous ne le mettez pas, ça marche très bien, vous avez vu, je ne l'ai pas mis tout à l'heure, l'image s'affiche, mais en théorie il est obligatoire. Donc mon image c'est très sympa, elle est ici, donc donc là je vais enlever le H pour que ça refonctionne. Donc mon image est ici, maintenant mon image fait quand même une taille, elle fait la taille de base de mon image. Donc moi j'avais demandé une image en 800 par 600, donc là vous avez bien 800 pixels par 600 pixels. J'ai la possibilité, ici dans la balise IMG, d'ajouter le paramètre width, donc qui veut dire largeur, et de forcer la largeur de l'image. Donc par exemple, imaginons que je veux la mettre plus petite, je vais mettre 250, j'enregistre, je teste, et donc là effectivement, ça a spécifié que la largeur devait être de 250. Comme j'ai pas spécifié la hauteur va se redimensionner proportionnellement pour que l'image garde toujours le bon format. À la place de width, si je l'enlève, je peux mettre 8, donc préciser plutôt la hauteur, donc 8 en anglais, donc hauteur, la hauteur de l'image. Donc par exemple, si je mets, je sais pas moi, 900, donc là j'abuse un petit peu. Donc là, si je rafraîchis, voilà, donc là mon image est plus grande, donc là ça fait bien 900. Et donc ça s'est redimensionné proportionnellement. Maintenant, si je rentre les deux, donc à la fois width et 8, là par exemple, je vais mettre n'importe quoi, width 250 et 8 900, je rafraîchis. Donc là, ça a forcé la largeur et la hauteur, ça n'a pas respecté le ratio de mon image, c'est-à-dire que l'image a été déformée. Alors ça, je précise, c'est absolument interdit, d'accord ? Je veux dire, sauf cas extrêmement particulier, mais dans tous les cas, c'est interdit. On ne modifie jamais, que ce soit en design, en web, en tout ce que vous voulez, on ne modifie jamais le ratio d'une image. Déjà, c'est dégueulasse. Je le dis parce que le nombre de CV que je reçois de gens, alors là on n'est même pas dans le HTML, mais le nombre de CV où les gens mettent leurs photos écrasées dans un sens ou dans l'autre, c'est franchement inacceptable. Une image doit garder son ratio, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est une règle absolue et universelle. Je veux dire, qui a envie de regarder cette image comme ça ne veut absolument rien dire. Voilà. Si vous avez envie de préciser la largeur et la hauteur, mettez la largeur et la hauteur de l'image. Là, en l'occurrence, c'est 800 par 600. Donc si je mets 800 par 600, vu que c'est la largeur d'origine de l'image, ça ne change absolument rien. Mais si je veux la diminuer, si là, par exemple j'ai envie que ce soit 400, donc là j'ai divisé par 2, ici aussi je divise par 2, donc ça fera 400 par 300. Et donc là l'image est plus petite, mais l'aspect, son ratio est conservé, quoi. Alors un autre paramètre, c'est le paramètre title. Alors title, il va faire à peu près la même office que... il va fonctionner à peu près de la même façon que pour la balise de lien hypertexte, la balise A. C'est-à-dire que, par exemple, je vais écrire mon image de New York. Ok. Donc là, si je rafraîchis la page, je ne vois aucune différence. Par contre, si je passe la souris dessus et que je la laisse un petit moment, ça va m'afficher une infobulle, mon image de New York. L'idée du titre, c'est que ça peut servir pour le référencement. Surtout, ça va permettre aux gens d'avoir une information supplémentaire si jamais ils passent la souris sur l'image. Bon, c'est pas un truc qui est méga utilisé. C'est bien de le mettre, hein, c'est assez positif de le mettre. Après, si vous l'avez pas mis, c'est pas la fin du monde. Là, j'ai mis une image JPEG. Si par exemple, je veux mettre une image PNG, bah, c'est exactement la même chose. Balise IMG, SRC, donc pour la source. Donc là, je vais chercher le dossier IMG et je vais mettre ma guitare.png. Donc texte alternatif guitare. Voilà.
Et donc là, si je rafraîchis, hop, j'ai ma guitare qui apparaît ici. Ça fonctionne pareil, quel que soit le format. C'est-à-dire que là, je peux mettre la largeur, la hauteur, le titre, enfin tout ce qu'on a vu au préalable. Ça fonctionne de la même façon, quel que soit le format de l'image. Là, je vais rajouter, par exemple, mon image GIF, donc darkvador.gif. Donc là, je vais écrire darkvador. Donc on va tester. Ici, ça fonctionne. J'ai mon darkvador qui apparaît. Je peux tester mon format WebP. Alors l'image WebP, je me rappelle plus ce que c'était. L'image WebP, bon, ce sont des rails. Donc, je sais pas, je vais écrire rail. Voilà. Et ensuite, la dernière image, c'était donc dans le dossier IMG, c'était le lama en SVG. Donc là, voilà, ça affiche aussi mon SVG. Alors sachez que le SVG, en fait, c'est un code qui ressemble beaucoup au HTML. On a la possibilité de l'afficher directement en code dans la page HTML et ensuite de le manipuler. Je ne vais pas vous montrer ça maintenant parce que c'est un petit peu prématuré. On fera certainement un épisode spécial sur le SVG et sur toutes les fonctionnalités qui sont bien pratiques qui tournent autour de ce format-là. Donc on a vu comment insérer des images dans une page HTML, donc c'est assez simple. Là on voit que les images se mettent les unes derrière les autres. Si je veux qu'elles se mettent les unes en dessous des autres, pour l'instant, hein, on ne parle pas de design, j'ai la possibilité de mettre un retour à la ligne. Et là par exemple, voilà, donc l'image du rail se met en dessous du lama. Si je veux mettre un lien sur une image, puisque dans l'épisode précédent, on a vu comment faire des liens, c'est très simple, je peux mettre une balise A autour d'une image. Donc là, par exemple, je vais faire un lien autour de mon image WebP, je vais faire un lien, je sais pas moi, vers un site quelconque, voilà, vers Google. Et donc en fait là je mets tout simplement le lien de Google. Et donc là je vais tester. Donc ici vous voyez que quand je passe la souris sur l'image, j'ai une petite main qui apparaît. Cette petite main veut dire il y a un lien sur l'image. C'est pas le cas, vous voyez, si je passe sur les autres images. Donc là quand je clique dessus, bah, ça me redirige vers Google. Voilà. Donc pour mettre un lien sur une image, c'est très simple, il suffit de mettre la balise A autour de l'image, balise A que nous avons vue dans l'épisode précédent. On va aller un tout petit peu plus loin avec les images. Vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle une figure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une figure? En fait, vous allez utiliser la balise figure, comme ceci. Ça va permettre d'associer une image à un descriptif. Donc là, par exemple, je vais reprendre, je sais pas moi, mon darkvador, par exemple, que je vais copier et que je vais mettre dans la balise figure, comme ceci. Avant la fermeture de ma balise figure, je vais rajouter une autre balise qui s'appelle Fig Caption. Et en fait, dans ce Fig Caption, je vais pouvoir mettre un texte. L'image ci-dessus représente darkvador, par exemple. Voilà. On va voir à quoi ça ressemble. Si je rafraîchis ici, en fait, donc ça a rajouté le texte en dessous de mon image. Là, on essaie plus de donner du sens au code qu'on écrit que de faire de la mise en page. Donc encore une fois, je le répète, mais ne pensez pas mise en page, pensez structure du code, sens. Pensez plutôt sens, donc fond plutôt que forme. Ce que va comprendre un moteur de recherche comme Google par exemple, ou tous les robots qui vont pouvoir passer sur votre site, c'est que le texte que vous avez mis ici correspond à un descriptif de l'image qui est là, d'accord? Donc en fait, vous créez une figure. Sachez aussi qu'il est parfaitement possible dans une figure de mettre plusieurs images. Donc là, par exemple, si je copie, je sais pas moi, la guitare, hop, voilà, j'ai copié la guitare ici. Donc le texte apparaît là, en dessous des deux images. L'idée de la balise figure, c'est de renforcer le sens de l'image.
Figure, ça veut dire que l'image que vous mettez ici dans votre page n'est pas juste décorative, c'est une image qui apporte une information complémentaire à l'intérieur de votre texte. C'est-à-dire que si vous avez au préalable un paragraphe de texte ici qui raconte quelque chose, je sais pas, bon, bienvenue dans la page. En fait, la figure va être considérée réellement comme du contenu avec du sens et pas juste, je sais pas moi, un bouton, une icône, un smiley, une image. C'est plus que ça, c'est vraiment une image à l'intérieur d'un article, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, ce sera tout pour cet épisode sur les images. J'espère que j'ai été assez clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve pour un prochain tuto qui portera sur les tableaux dans les pages HTML toujours. Comme d'habitude, vous retrouvez l'intégralité du code de cet épisode dans le descriptif. Vous avez la possibilité de le manipuler et de jouer avec pour vous entraîner. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao!